Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. 22 mai 1985, notre confrère Jean-Paul Kaufmann était enlevé, souvenez-vous, à Beyrouth. Depuis, 1000 jours se sont écoulés. 1000 jours au cours desquels chacun a crié son indignation et sa colère devant un acte intolérable et arbitraire. Aujourd'hui, le chef de l'État a dénoncé l'acte de barbarie qui frappe l'un de nos concitoyens et il a conclu en disant, je cite, « On voudrait davantage être auprès des otages pour leur dire qu'il faut tenir bon ». Monsieur le Premier ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Quel message voudriez-vous adresser ce soir aux otages français au Liban et à tous les otages en général? Oui, ce n'est pas un, c'est 3 de nos concitoyens et le mot barbarie est certainement celui qui convient le mieux au comportement de ceux qui retiennent ces otages. Si j'avais un message, ça ne pourrait être à l'égard des familles de ces otages qu'un message de solidarité et je dirais de très profonde affection. Aujourd'hui, à travers toute la France, plusieurs milliers de personnes ont brisé le silence pour que l'on n'oublie pas les otages au Liban. Image symbolique, vous allez le voir à Paris, où 28 personnes sont arrivées au terme d'un marathon relais de 1000 km. 1000 km d'efforts, témoignage de solidarité au comité de libération de Jean-Paul Kaufmann. Toute la classe politique était présente ce matin à Paris. Il est important, a dit Mme Kaufmann, que les ravisseurs sachent à quel point la France entière est unie ce matin et tous les jours derrière nous. Une autre image symbole dans les établissements scolaires où on a lu aujourd'hui un appel du comité des journalistes pour la libération des otages. Un appel dans lequel nous rappelons, les journalistes, que les Français sont retenus au Liban au mépris de toutes les règles de la justice et du droit international. Écoutez bien la réaction de ces élèves. Ils sont élèves de 3e dans la région parisienne. Leurs réflexions sont révélatrices de l'état d'esprit qui régnait aujourd'hui. Quand même, qui est conscient, qui a pris des risques pour aller en pays là-bas, en fait, c'est un peu leur métier. Il a pris des risques, d'accord, mais je pense qu'il est normal qu'on l'aide. Je pense que c'est pas par la violence qu'il faut répondre. C'est pas en... Enfin, je pense que... Ils ont engager un dialogue avec ils ont commencé par la violence, il ne faut pas continuer, il faut y aller plus doucement, il faut les raisonner ces gens-là, c'est pas des gens normaux. Pour la famille de ces personnes qui ont été enlevées, ils se disent oui, contre des armes, on aura à nouveau nos maris, enfin nos pères, mais d'un autre côté, si on leur donne des armes, peut-être qu'ils tueront encore plein de personnes. Alors on ne sait pas tellement comment réagir. Puis je doute un peu sur la vie des otages. Parce qu'ils ont beau dire qu'ils sont vivants, enfin... Les parents de Jean-Paul Kaufmann sont avec nous en direct de Bretagne, à Cornu. C'est une petite commune d'Ille-et-Vilaine où notre confrère a passé toute son enfance. Alors je suppose que les témoignages de sympathie qui vous parviennent aujourd'hui vous aident à surmonter votre angoisse et votre indignation, monsieur et madame Kaufmann. Est-ce que nous avons la liaison avec monsieur et madame Kaufmann en Bretagne? Nous allons y revenir dans quelques instants. En Bretagne, chez Jean-Paul Kaufmann, le mot solidarité est encore plus fort qu'ailleurs. La famille, les amis de Jean-Paul sont mobilisés, je le disais, et ils témoignent. Pascal Stelletta a enregistré ce matin la lettre de son ami Frédéric, une lettre qu'il a envoyée aujourd'hui. Écoutez-le. De ciel bas, d'étang et de mélancolie. Il en passe quelque chose dans ton regard, par instant, lorsque tu n'y prends pas garde. Ce matin, c'est ton père qui m'a ouvert. Il a les joues impeccablement rasées, et cette odeur de savon à barbe des hommes des anciennes générations, celle dont nous disions, t'en souviens-tu, qu'elles affrontèrent des choix plus simples. 1000 jours sans à réfléchir comme ça. Si tu as été élevé un peu dans la foi chrétienne, ça doit revenir quand même dans des moments comme ça. Et ce bruit, moi Jean-Paul, je suis certain qu'il a encore ce bruit-là dans les oreilles. C'est vrai. Ton frère m'a montré votre école. En t'imaginant avec tes culottes courtes et ton sac de billes, j'ai pensé que ceux qui prolongent ainsi ta retenue ne pouvaient pas, par de tels moyens, servir une juste cause. Nous déferlons sur ton village. Nous voudrions faire savoir à la terre entière quel homme tu es. Et pour ce faire, j'ai l'impression que nous violons tous les recoins secrets de ta vie, ceux, sans doute, qui te permettent de tenir. La solidarité existe. Mélange de bonne volonté pathétique, de moyens dérisoires, en regard du verrouillage idéologique de ceux qui te retiennent.
1000 jours. Qui te les rendra jamais, ces jours volés, où pouvait tenir le regard de ta femme et les sourires de tes enfants. La haine et la connerie qui broient des vies aux quatre coins de la planète me font revenir en mémoire cette phrase de Malraux que tu aimes aussi. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. À bientôt. Monsieur et Madame Kaufmann, bonsoir. Je pense que la liaison avec la Bretagne et la commune d'Ille-et-Vilaine où vous vivez est rétablie. Je vous aperçois, je suppose que tous les messages qui vous sont parvenus aujourd'hui vous aident à faire face au cauchemar qui est le vôtre depuis 3 ans. Monsieur Kaufmann. Bien sûr. Allez-y, je vous en prie, je crois que nous avons un petit problème de son. Nous vous entendons, Monsieur Kaufmann. Bon, oui, certainement, cette journée-là a été un réconfort de voir tout ce monde qui a été mobilisé pour nous soutenir. Et j'espère que Jean-Paul, dans son cachot, en aura quelques échos. On a l'impression, Monsieur Kaufmann, qu'en ce moment, l'incertitude est totale. Il y a combien de temps que vous n'avez pas eu des nouvelles de Jean-Paul? Ben, nous n'avons pas eu de nouvelles depuis la dernière cassette du 22 août. Monsieur Kaufmann, il est indiscret de vous demander comment vous avez vécu la libération de Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et de Roger Hawk, de Jean-Louis Normandin et de Roger Hawk. Cette libération a fait naître chez vous un espoir. Comment? J'ai l'impression que vous m'entendez mal. Comment avez-vous vécu, je vais parler un peu plus fort, la libération de Jean-Louis Normandin et de Roger Hawk? Ça a été pour nous une joie de les voir arriver et on a pensé aussitôt que ça n'allait pas tarder pour Jean-Paul et puis M. Marcel Carton et Marcel Fontaine. Mais depuis, hélas, c'est le trou noir. Ouais, vous vivez au milieu des photos de votre fils, de ses souvenirs, et vous dites il faut que tout le monde parle de Jean-Paul pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Alors on vous comprend humainement parlant, mais en haut lieu on dit aussi que le silence est de rigueur pour dénouer ce genre d'affaires, Monsieur Kaufmann. J'aimerais connaître votre sentiment, ensuite je poserai la même question à Monsieur Jacques Chirac, qui est ce soir notre invité. Oui, on dit ça, on dit ça, mais bien sûr, mais pour nous, c'est impossible de rester silencieux. Il faut absolument qu'on entende parler de Jean-Paul et de tout ça. Comme vous le disiez, j'ai déclaré que pour nous, le silence était intenable. Monsieur le Premier ministre, quand on parle des otages, on a l'impression ce soir que la situation est malheureusement bloquée. Oui, quand on entend les témoignages de M. Kaufmann ou des parents des otages, on ne peut qu'être consterné par le caractère monstrueux de l'action de ceux qui spéculent sur l'émotion des parents. Alors, je n'ai pas besoin de dire que nous faisons, je fais, tout ce qui est humainement possible pour obtenir la libération des 3 derniers otages, comme nous avons pu heureusement le faire pour les 7 autres. C'est vrai que cela impose une certaine discrétion, qui est inévitable, même si elle est, et je le comprends bien, mal ressentie par les parents qui se disent « mais si on ne dit rien, c'est peut-être qu'on ne fait rien ». Eh bien, je voudrais dire à M. Kaufmann, à Mme Kaufmann, à l'épouse de Jean-Paul Kaufmann, aux parents de M. Carton, de M. Fontaine, je pense aussi à d'autres, et à votre confrère M. Guillot qui, ailleurs, et sans avoir le même statut, est dans une situation comparable, que nous mettons tout en œuvre avec tout ce que nous pouvons mobiliser à la fois d'intelligence, de cœur, de volonté, de conviction pour tenter de les récupérer. Et je ne vous dirai pas si j'espère ou non, car je ne peux pas faire de commentaires. Peut-être un élément nouveau dans l'affaire des otages, Monsieur le Premier ministre. On vient d'apprendre l'Iran attend un geste de la France avant de tenter une médiation. Patricia Coste a rencontré le vice-premier ministre iranien. C'est une interview exclusive Antenne 2. Comment l'Iran pourrait aider la France? Bien entendu, l'Iran bénéficie d'une influence très importante dans beaucoup de pays du monde, mais aussi au Liban. Et cette influence pourrait être utilisée pour libérer les otages occidentaux, dont les Français, mais seulement au moment
où nous aurons une relation satisfaisante avec la France. Bien entendu, pour le moment, les relations diplomatiques entre nos deux pays étant rompues, aucune démarche en faveur des otages ne pourra être entreprise. D'autre part, en ce qui concerne le conflit entre l'Iran et l'Irak, nous avons demandé que la France ait une position de neutralité. Nous n'avons malheureusement aperçu aucune évolution positive dans ce sens. Quant au contentieux financier entre les deux pays, les discussions sont pour l'instant au point mort. Mais je le répète, pour l'instant l'essentiel est la rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous avons le sentiment que les autorités françaises veulent normaliser ces relations, mais pour l'instant, nous sommes en situation de rupture. Oui, question directe, Monsieur Chirac, sans trahir de secret, quel pourrait être le geste de la France? Je n'ai pas de commentaire public à faire à la suite des propos de Monsieur Moaïri. C'est tout. Est-ce que je pourrais poser une question, Monsieur Chirac? Allez-y, je vous en prie, Monsieur Kaufmann, vous êtes toujours avec nous en direct sur l'antenne. Oui, justement, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous poser la question que le vice-premier ministre iranien a déclaré à la fin de son entretien que nous étions en situation de rupture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Vous savez, M. Kaufmann, que la France a rompu ses relations avec l'Iran. La France souhaite reprendre des relations normales avec ce grand pays. Elle ne peut le faire que lorsqu'un certain nombre de questions auront été réglées, et notamment lorsque nos otages auront été libérés. Car personne ne semble contester que les autorités iraniennes ont je dirais la possibilité, peut-être la possibilité déterminante d'obtenir la libération de nos otages. La France peut difficilement reprendre des relations diplomatiques qui consacrent une estime réciproque, même s'il n'y a pas d'adhésion à des régimes politiques, avec un pays que nous pourrions soupçonner d'être complice de terroristes. Il y a donc un problème, mais nous avons des relations, vous savez que nos intérêts existent à Téhéran, et nous avons des relations avec les autorités iraniennes, comme il est normal, de même que les intérêts de l'Iran ici sont pris en charge par le Pakistan. Nous, c'est l'Italie. Alors nous avons un canal de discussion possible. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Monsieur et Madame Kaufmann, bonsoir et merci de tout cœur de votre témoignage. Nous savons que les mots ne sont jamais assez forts quand on évoque la souffrance. Nous espérons tout simplement ce soir que la solidarité qui s'est manifestée aujourd'hui ébranlera tous ceux qui sont à l'origine de votre cauchemar. Merci. Ce soir, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Fontaine et Marcel Carton sont toujours retenus en otage au Liban. On attend des précisions sur le sort de Michel Seurat, dont la mort avait été annoncée en 1986. N'oublions pas non plus que 22 otages sont toujours détenus au Liban. Suite des informations, en commençant par une image qui ne vous laissera pas indifférent, Monsieur Chirac. Regardez bien. Voici le premier conseil de guerre autour de Raymond Barre, avec une belle brochette de ministres et d'anciens ministres, qui constitue le premier conseil politique de Raymond Barre. La garde rapprochée du député de Lyon comprend 19 de vos ministres, Monsieur Chirac, inutile de vous les présenter, je crois que vous les connaissez bien. Alors, question directe, est-ce que cette image vous inquiète? Mais cette image marque à la fois la force et, lorsqu'on l'illustre par le propos qui a été tenu, la cohérence de l'actuelle majorité. Je ne vois pas où je pourrais y trouver un sujet d'inquiétude. Il y a dualité sans duel, comme disait récemment M. Le Canuet, c'est ça? Il ne saurait y avoir de duel, bien entendu, au sein de la majorité. Monsieur Chirac, vous avez publié cet après-midi le bilan gouvernemental de votre action 86-88. Est-ce que vous avez montré... De l'action du gouvernement, c'est justement. Alors, est-ce que vous avez montré cette plaquette à tous les ministres? Oui, bien entendu. C'est un travail collectif. D'abord, c'est le résumé de l'action menée depuis avril 86, mars-avril 86, et pour ne rien vous cacher, il a été fait par le travail fourni par chacun. Et comment ont réagi les ministres UDF, ceux qui soutiennent Raymond Barre? Ils approuvent. Mais comment aurait-il pu réagir autrement que bien à l'égard d'un document qui met en valeur l'action qui fut la leur? Imaginons que vous présentiez ce bilan à l'Assemblée nationale et que vous demandiez un vote de confiance de toute la majorité. À votre avis, vote de confiance de toute la majorité? Vous savez, vous m'avez
si j'ai bon souvenir, à moins que ce ne soit un de vos confrères, posé la même question à la fin de la dernière session parlementaire lorsque j'ai demandé effectivement un vote de confiance. Vous avez observé qu'il ne manquait pas une voix au gouvernement dans sa majorité à l'Assemblée nationale. Rien ne s'est produit depuis lors qui puisse mettre en cause cette situation. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a une majorité, cette majorité travaille. D'ailleurs, elle travaille en ce moment même sur un texte difficile que j'ai proposé à l'occasion d'une session extraordinaire et qui est le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Et cette majorité se comporte comme il se doit, c'est-à-dire en étudiant sérieusement, intelligemment les propositions du gouvernement, en y apportant à la suite de discussions les modifications qu'elle souhaite, mais dans le cadre d'une parfaite cohérence. Alors vous avez bien compris le sens de ma question, M. Chirac. Il y a un autre candidat de la majorité qui s'appelle Raymond Barre. Qu'est-ce qui vous différencie de lui? Je voudrais d'abord vous dire qu'il y a surtout, même si pour le moment il est un peu dans la pénombre, un candidat de l'opposition. Dans la pénombre élyséenne? Dans la pénombre élyséenne, semble-t-il. Et ce candidat de l'opposition a lui aussi un bilan, celui des années 81-85, un projet encore secret, mais j'imagine qu'il le formulera un jour, et une idéologie qui, alors là, ne peut faire l'objet d'aucun compromis avec le bilan, le projet, les idées qui sont celles de la majorité et de ces deux candidats. Alors, au sein de la majorité, il y a effectivement, comme chacun pouvait l'imaginer, et comme c'est naturellement le cas, deux candidats, M. Raymond Barre et moi-même. Ces candidats ont soutenu la même politique de redressement de la France et sont, je dirais, propriétaires du même bilan, celui que vous venez à l'instant de donner, ont des objectifs dont vous avez pu observer qu'ils sont communs, c'est-à-dire que nous avons la même idée de la France et de notre société, des efforts qu'il faut faire, même si, naturellement, sur un certain nombre de modalités pratiques, de mise en œuvre, d'application, chacun en fonction de sa propre sensibilité, à ses propres propositions. Monsieur Chirac, vous connaissez le dicton, vous aimez les dictons, qui trop embrasse, mal étreint. Est-ce que vous n'avez pas trop tendance à trop embrasser l'autre candidat de la majorité, en niant ces différences entre vous deux? Non, mais je ne nie pas les différences. S'il n'y avait strictement aucune différence, il n'y aurait naturellement qu'un seul candidat. Et il appartient aux Français, dans le cadre d'un débat démocratique, de s'exprimer et de choisir. Je ne veux simplement pas tomber dans le piège que nous tendent les socialistes, que je comprends, et qui peut amuser vos confrères, et c'est normal, et qui consiste à essayer de créer au sein de la majorité une petite guéguerre, des petites phrases, etc. Eh bien, moi, je ne ressens pas cela. Je ne ressens aucune espèce d'agressivité quelconque ou de critique quelconque à l'égard de quiconque dans la majorité. C'est une majorité qui m'a soutenu, c'est la majorité que j'ai conduite pendant 2 ans, c'est une majorité à laquelle je suis profondément reconnaissant de m'avoir donné les moyens d'engager le redressement nécessaire de notre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé... ne comptez pas sur moi pour la critiquer, qu'elle soit RPR ou qu'elle soit UDF. Bien, vous avez parlé d'un autre candidat, celui de la pénombre. Il va bien sortir un jour de cette pénombre. François Mitterrand, apparemment, c'est votre intuition. Enfin, il faut imaginer qu'un candidat socialiste sortira un jour, n'est-ce pas, de la pénombre. Alors cet homme... Je souhaite d'ailleurs pour les Français que ce ne soit pas trop tard pour qu'ils sachent ce qu'on leur propose. C'est un homme pour le moment, on leur demande plutôt un chèque en blanc de ce côté-là. C'est un homme que vous côtoyez, qui s'appelle François Mitterrand. À votre avis, la cohabitation va-t-elle résister à cette élection présidentielle, à la rivalité inévitable entre vous et lui? Mais, cher M. Amar, on me pose cette question depuis 2 ans. Il faut tout de même considérer que les hommes politiques, qu'ils soient dans la majorité ou qu'ils soient dans l'opposition, ont tout de même, je dirais, un certain respect des intérêts de la France, de l'intérêt général. Ils peuvent être profondément différents dans leurs ambitions pour notre pays. Ils peuvent avoir une conception très différente des choses. Ça ne les empêche pas, naturellement, lorsque l'intérêt général est en jeu, de se comporter convenablement. Vous irez au sommet de l'Alliance Atlantique à Bruxelles au début du mois de mars? Naturellement. Avec le président. Ce n'est pas, pour ne rien vous cacher, un sommet important. Et donc il n'y a aucun problème. C'est vraiment
Enfin, je ne crois pas que ce soit un sommet très important. En revanche, le sommet de Bruxelles, où nous étions ensemble, et qui concernait alors des problèmes financiers, des problèmes agricoles, c'est-à-dire des problèmes qui sont au cœur même de l'action et des préoccupations du gouvernement, ce sommet s'est déroulé dans la plus parfaite sérénité. Absolument, on l'a vu à Bruxelles, mais avouez que ça peut être perturbant. Main dans la main, Bruxelles et polémique à Paris. Les Français peuvent se poser des questions. À Bruxelles, se posait un problème. L'avenir de la communauté européenne. Nous sommes en France très largement d'accord sur la nécessité de développer la construction européenne dans le cadre actuel. Bon. Deuxième problème qui se posait, les intérêts nationaux, financiers d'une part, c'est-à-dire ceux de nos contribuables, ne pas trop payer, et d'autre part les intérêts de nos paysans, qui ont assumé des difficultés grandes ces derniers temps, et il fallait protéger contre des tentations inquiétantes de la part de la communauté. Sur ces points, comment voulez-vous qu'il y ait des oppositions entre des Français, quelle que soit par ailleurs leur conception politique? Je me suis battu, c'était ma responsabilité, qu'il s'agisse des problèmes agricoles ou financiers, et je dois dire que nous n'avons eu aucun problème, M. Mitterrand et moi, pour conduire ce débat. Aucun débat qui d'ailleurs était tout naturellement conduit par le chef du gouvernement qui était responsable. Nous n'avons eu strictement aucun problème. Monsieur Chirac, oui, on l'a vu à Bruxelles. On va revenir sur la plaquette que vous avez publiée, le bilan gouvernemental. Vous dites engagement tenu. Et sur plusieurs points, vous donnez des chiffres. Je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres. Je pense que les autres candidats le feront. Mais vous employez les trois termes qui sont les trois... Et vos confrères aussi. Oui, les trois termes clés. Ils rendront certainement hommage à la qualité du document. Liberté, solidarité, redressement. Ce sont trois termes que les autres candidats emploient. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes? En fonction de quels critères les électeurs voteront-ils pour vous départager? Alors, je voudrais tout d'abord dire que lorsqu'il y a eu la préparation des élections législatives il y a 2 ans, ce qui était l'opposition de l'époque, c'est-à-dire l'UDF et le RPR, avaient une plateforme commune et avaient pris des engagements. Des engagements pour redresser la situation du pays, qui s'était très fortement dégradée du temps de la politique socialiste. Les socialistes ont été sanctionnés comme rarement une majorité l'a été dans notre histoire récente, par l'ensemble du peuple français. Nous avons pris naturellement la seule position que nous pouvions prendre, c'est-à-dire d'assumer nos responsabilités, ce qui n'était pas si facile, mais enfin, nous l'avons fait. Et au bout de 2 ans, je constate, ce document en témoigne, mais je crois que personne ne peut sérieusement le contester, en tous les cas, il est là pour être... Nous ne nous cachons pas, nous produisons nos documents. Je constate que les engagements que nous avions pris ont tous, sans exception, été tenus. C'est déjà important, surtout sur une courte période. Deuxièmement, je constate que le redressement que nous avions souhaité a été sérieusement engagé. Dans un certain nombre de domaines, je ne rentrerai pas dans le détail. Enfin, tout de même, je voudrais dire que depuis 15 ans, nous n'avons pas une situation aussi favorable en matière de hausse des prix, que depuis 15 ans, nous avions une hausse permanente du chômage, et que pour la première fois depuis 9 mois, nous avons cassé ce processus, et que le chômage commence à diminuer, je dis bien commence, Dieu sait que la tâche est rude, et je pourrais multiplier. Nous avons trouvé une dette considérable extérieure, nous en avons remboursé 90%, etc. Donc je veux dire... Ça n'est malheureusement pas une émission de... D'accord, mais je veux dire, il y a un bilan, n'est-ce pas, qui est un bilan positif, et qui n'est pas mon bilan personnel, c'est le bilan de mon gouvernement, c'est-à-dire qu'il est... Personne ne peut se l'approprier, et il est le bien commun de l'ensemble du gouvernement, et donc de l'ensemble de la majorité. Est-ce que vous faites des promesses aux Français, en un mot, très concrètement? En un mot, hein, monsieur le... Je prends des... Non, ne vous inquiétez pas, je prends des engagements. Des engagements qui sont dans le droit fil de l'action que j'ai engagée depuis 2 ans, mais qui naturellement donnent une nouvelle impulsion, et dont l'objectif consiste à faire en sorte que la situation de notre pays dans tous les domaines s'améliore. Mais pour cela, il faut effectivement une impulsion nouvelle, ce qui suppose effectivement de gagner les élections présidentielles, d'avoir une majorité cohérente entre le président de la République, le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, nous sommes pris par le temps, vous savez ce qu'est, Paul Lamarre le disait à l'instant, un journal télévisé. Un petit clin d'œil en guise de dernière question. Vous avez lu la presse anglaise ce matin? Oui, oui, alors... il paraît que vous avez vertement répliqué à Mme Thatcher à Bruxelles. Écoutez, ce n'est pas, je ne sais pas comment sont nés ces bruits.
J'ai défendu fermement les positions de la France, c'est dans ma nature. Et il paraît que vous avez fait plus fort que Cambronne en 1815, hein, j'ai lu ça ce matin. Mais en revanche, les informations données par quelques journaux britanniques, selon lesquels j'aurais eu des mots déplacés à l'égard de Mme Thatcher, sont dépourvues de tout fondement. Il n'y a pas de nuage entre Mme Thatcher et vous? Je la connais, vous savez, depuis fort longtemps, et j'ai pour elle beaucoup d'estime et d'amitié, ce qui ne m'empêche pas d'être d'une très grande fermeté face à ses propres exigences. J'entendais défendre les intérêts de nos paysans, et je les ai défendus avec tout mon cœur et toute ma conviction. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Voyons rapidement les autres télégrammes d'actualité. Ils sont commentés ce soir par Isabelle Staes.